Et bonjour tout le monde, c'est Maxime. Aujourd'hui, on va parler sélection naturelle, sélection artificielle et génétique du comportement. Mais avant de fuir, dites-vous qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir apprendre pas mal de trucs intéressants. Est-ce qu'il y a vraiment des races de chiens qui sont plus agressifs que d'autres? Est-ce qu'on est vraiment obligé de courir 4 heures par jour si on adopte un husky? Ou encore, est-ce que prendre un chien de race chez un éleveur, c'est la garantie absolue d'avoir un chien équilibré? Voilà, grâce à cette vidéo, vous devriez pouvoir répondre à toutes ces questions, alors tenez le coup jusqu'au bout. Alors, la sélection naturelle, aujourd'hui, je vais vous l'expliquer à ma façon. Il y en a d'autres qui l'ont déjà expliqué bien mieux que moi. Je vous conseille en particulier la vidéo de Science Click ou encore la vidéo de C'est pas sorcier que je vous mets là et en description. Pour aborder le sujet, je vais vous emmener vous promener dans la rue. Observez un petit peu les gens qui sont autour et vous verrez que tout le monde ne fait pas la même taille. Il y a certains qui sont grands, il y en a d'autres qui sont petits, il y en a d'autres qui sont dans la moyenne. Mais d'où peuvent bien venir ces différences de taille? Les enfants, ils sont petits parce que leur croissance, elle n'est pas terminée. Les personnes âgées aussi, elles sont petites, mais c'est parce qu'en vieillissant, on se tasse un petit peu, 1 à 3 cm en moyenne. Mais si on regarde par classe d'âge en particulier, on remarquera vite que y a les hommes qui sont un petit peu plus grands que les femmes. Et même parmi les hommes ou les femmes, il y aura des grands et il y aura des petits. Ces différences de taille, on peut les représenter sur ce genre de courbe. C'est ce qu'on appelle des courbes en cloche. Et on voit que chez les hommes, on a beaucoup de monde qui tient entre 1,70 m et 1,86 m. Alors que chez les femmes, la plupart des gens font entre 1,57 m et 1,72 m. La moyenne étant chez les hommes d'1,78 m et d'1,64 m chez les femmes. Ces différences de taille, ça s'explique surtout par la génétique. C'est votre ADN, à travers ces gènes, qui va faire que vous allez plus ou moins sécréter d'hormones de croissance, ou qui va faire que vous allez plus ou moins bien mobiliser les ressources de votre alimentation, comme le calcium ou les protéines, pour créer vos os et vos muscles. Alors l'environnement aussi va beaucoup jouer forcément. Il va donner à vos gènes la possibilité de s'exprimer au maximum de leur capacité ou non. D'ailleurs, pour comprendre l'importance des interactions entre l'ADN et l'environnement, dites-vous que c'est comme pour construire une maison. Le maçon, c'est les gènes. Il a le programme, il a les compétences pour construire la maison. Les briques et le ciment, c'est les ressources qu'apporte l'environnement. C'est bien beau d'être le meilleur maçon du monde, mais au bout d'un moment, si on ne te donne pas les briques et le ciment, ça va être difficile de construire la maison. De la même façon, c'est bien beau d'avoir du ciment et des briques à volonté, si tu n'es pas maçon, si tu n'as pas de plan, que tu ne sais pas faire, ça va être compliqué aussi. Le premier point important de la sélection naturelle, c'est qu'il existe une variabilité, il y a des différences dans les populations d'êtres vivants. Il y a des différences de taille, des différences de couleur, de capacité à exploiter les différentes ressources de son environnement à son avantage, et plein d'autres trucs. Le deuxième point important de la sélection naturelle, c'est que ces variations sont au moins en partie héritables. C'est-à-dire que les parents vont transmettre ces traits, ces caractéristiques à leur descendance, et c'est le cas. On l'a vu juste avant, une bonne partie de certains traits comme la taille d'une personne ou la couleur de ses yeux, ça va dépendre des gènes et de leur capacité à s'exprimer. Et les gènes, ils sont transmis des parents aux enfants par l'ADN. Le dernier pilier de la sélection naturelle, c'est l'environnement. Si on a un trait qui varie dans une population, l'environnement, parfois, il peut favoriser une certaine version de ce trait plutôt qu'une autre. Ce trait il va permettre à l'individu qui le porte de mieux survivre ou de mieux se reproduire dans cet environnement. On va prendre l'exemple des girafes. C'est quand même marrant, ce long cou qu'elles ont. Et si aujourd'hui, elles ont ce long cou, c'est parce qu'au cours des milliers d'années de leur histoire, de leur évolution, les girafes qui avaient un cou un peu plus long que la moyenne arrivaient un peu mieux à se nourrir dans la savane que les girafes avec un cou un peu plus petit que la moyenne. Si les girafes à long cou arrivaient un peu mieux à se nourrir, elles étaient en meilleure santé et elles arrivaient à mieux se reproduire. Et zou, la mutation cou un petit peu plus long était plus présent dans la génération suivante. La même chose s'est passée de génération en génération. Des petites mutations dans les gènes ont fait que certaines girafes avaient encore des coups un peu plus longs que celles de la génération précédente, un peu plus longs que celles des autres, et elles avaient encore plus un avantage pour se nourrir et arrivaient encore mieux à se reproduire, etc. etc. Donc c'est pas parce que les arbres sont hauts que les girafes elles ont un long cou. C'est parce qu'elles avaient déjà un cou un peu plus long que les autres que certaines girafes ont réussi à mieux manger dans les grands arbres et à mieux s'en sortir dans la savane. Cet avantage, il a fait qu'aujourd'hui,
toutes les girafes ont un long cou, parce que les girafes avec un petit cou, elles n'ont pas à réussir à s'en sortir aussi bien et à se reproduire aussi bien que les autres. Voilà, ça c'est pour la sélection naturelle. Il y a des différences entre les individus d'une espèce. Certaines de ces différences sont héréditaires, codées génétiquement, et l'environnement dans lequel les animaux vivent va favoriser certaines différences plutôt que d'autres. La sélection artificielle, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit la nature qui détermine très progressivement quelle caractéristique est plus avantageuse que d'autres, ce coup-là, c'est l'humain qui va appuyer d'un coup à fond sur la caractéristique qu'il veut. Un animal un peu plus gros ou un peu plus petit, qui produit plus de viande, ou qui fait plus de lait, plus de bébés, etc. Et si la sélection naturelle ou artificielle peut agir sur des trucs très visibles, comme la taille, la couleur du poil, la quantité de lait produite, ça peut aussi agir sur des caractéristiques qui sont très fines, très subtiles, comme le comportement. Ouf, ça y est, il va nous parler d'éthologie. En 1980, il y a une équipe de chercheurs qui s'est amusée à sélectionner des souris blanches en fonction de la taille de leur nid. C'est-à-dire que si des souris faisaient un gros nid, on les faisait se reproduire, et si des souris faisaient un petit nid, on les faisait aussi se reproduire de leur côté. Et ils ont fait tourner ça pendant 15 générations. Et au bout de 15 générations seulement, ils ont obtenu ça. Une lignée de souris blanches qui utilise 3 fois plus de coton que la normale pour faire un nid, et une autre lignée qui utilisait 3 fois moins de coton que la normale pour faire leur nid. Alors bon, sur cette expérience, on ne peut pas non plus complètement exclure l'hypothèse de la tradition. C'est peut-être parce que les souriceaux qui ont grandi sur un gros nid, ils ont envie de faire un gros nid une fois à l'âge adulte. Mais on a eu aussi la même expérience qui a été faite sur des rats par rapport à leur capacité à sortir vite ou plus lentement d'un labyrinthe. Et les résultats ont été les mêmes. En une quinzaine de générations seulement, à faire se reproduire entre eux des rats qui sortaient vite du petit labyrinthe et entre eux des rats qui galéraient vraiment à sortir du labyrinthe, on a réussi à obtenir une lignée qu'on appelait intelligente, avec un GPS intégré en gros, et une lignée dite stupide, qui elle trouvait jamais la sortie. Je tiens à dire que je trouve ça très méchant de dire que les rats qui n'ont pas de sens de l'orientation sont des rats stupides. Et non, je ne me sens pas concerné. Bon, il y en a eu plein des expériences de génétique de comportement, toutes qui sont franchement plus passionnantes les unes que les autres. J'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos. En fait, il faudra surtout que je fasse un truc sur les renards de Beliaev. C'est une étude qui se produit depuis des décennies et où ils ont sélectionné des renards juste sur leur familiarité à l'humain. Cette étude elle pourrait démontrer qu'en partie, la domestication elle serait liée à de la génétique. C'est passionnant. Alors, vu que la génétique détermine en partie le comportement, vu que la sélection naturelle et surtout artificielle va mettre en avant certains traits plutôt que d'autres, qu'on a domestiqué le chien au minimum il y a 12 000 ans, qu'est-ce qu'on a bien pu sélectionner? Qu'est-ce qui peut être en partie lié à la génétique dans le comportement de nos toutous? Plein de choses. Je crois que le trait qui a très certainement été sélectionné et qui, moi, me passionne le plus, c'est le comportement de prédation. Ça, c'est une hypothèse qui a été mise en avant par un couple de chercheurs, les Coppinger, qui pensent que, selon la fonction que nous, les humains, on va donner à une race de chiens, les humains vont plus ou moins volontairement amplifier ou atténuer certains comportements de la séquence de prédation. Une séquence de prédation normale, c'est regarder la proie, s'approcher lentement de la proie, la poursuivre, la saisir, la mettre à mort et la consommer. Chez un chien d'arrêt, un chien de chasse qui doit juste pointer la direction de la proie plutôt que de courir après, genre le pointeur, oui, ils ne se sont pas fait chier sur le nom, on va voir super sélectionner les chiens qui regardent la proie, mais on a un petit peu écarté de la reproduction les chiens qui allaient partir courir après. Chez les chiens de berger type Border Collie, on a beaucoup appuyé sur le regard envers la proie, sur l'approche, éventuellement un petit peu la poursuite, mais on essaye d'inhiber au maximum la saisie et surtout la mise à mort. C'est un point tel que quand on teste les aptitudes naturelles d'un Border Collie au troupeau, normalement, la morsure ou l'agression d'une brebis, ça peut faire en sorte qu'on va choisir carrément d'écarter le chien de la reproduction. Alors, il y a beaucoup de comportements avec une énorme influence de la génétique. Par contre, non, un comportement agressif n'est pas héréditaire. Simplement parce qu'il y a plusieurs types d'agressivité. Donc, il n'y a pas de race qui soit intrinsèquement plus agressive que d'autres. Par contre, il y a certains traits de comportement qui, eux, sont héritables et qui, eux, peuvent jouer sur l'agressivité. Par exemple, il a tendance à plus ou moins stresser facilement.
l'excitabilité, le potentiel à protéger des ressources qui sont importantes pour le chien, les différentes phases de prédation qu'on a vues un petit peu avant, ou simplement la façon de communiquer. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que si je prends un malinois, je vais forcément me retrouver avec un chien hyperactif et dingue de travail? Est-ce que si je prends un épagneul breton, je suis sûr d'avoir un chien super pour la chasse? Et est-ce que si j'adopte un petit Kerry King Charles, j'aurai à coup sûr un petit toutou super sympa et calme? Eh ben oui et non en fait. On a des associations de propriétaires et d'éleveurs de chiens de race qu'on appelle des clubs de race. Ces clubs de race, ils vont essayer de pousser ce qu'on appelle des politiques de sélection. En gros, ils vont décider entre eux que la race devrait être un peu plus grande, un peu plus petite, ou avec tel ou tel comportement. Ensuite, on va retrouver ces décisions, ces recommandations dans le descriptif de la race. Ça, c'est ce qu'on appelle le standard de la race. On n'a aucun chien qui collera jamais à 100% à un standard de race. Mais les standards, ils sont là pour déterminer plus ou moins précisément à quoi un chien de race devrait ressembler, même au niveau du comportement. Donc, oui, prendre un chien de race, inscrit au livre des origines français, ça augmente les chances que vous avez de vous retrouver avec un chien qui ressemble au standard, aussi bien au niveau physique qu'au niveau du comportement. À vous après de choisir une race avec laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais, on l'a vu en début de vidéo, il y a des variations dans une population, même entre frères et sœurs. Certaines de ces variations sont liées à des mutations génétiques spontanées, mais il y en a d'autres qui sont liées à des influences de l'environnement. Et sur le comportement, ça va énormément jouer. Vous vous rappelez de l'histoire des rats intelligents et des rats stupides, qui sortaient plus ou moins vite d'un labyrinthe? Eh bien, en fonction de l'environnement, on va faire grandir ces ratons. Si cet environnement est très riche, très stimulant, eh bien, les rats de la lignée stupide, ils peuvent s'en sortir aussi bien que les rats de la lignée intelligente une fois dans le labyrinthe. Et au contraire, si l'environnement est très appauvri, genre juste un bac en plastique, eh ben, les rats de la lignée intelligente, ils peuvent être aussi perdus que ceux de la lignée stupide une fois dans le labyrinthe. La génétique, elle joue clairement un rôle dans le comportement, mais si l'environnement ne permet pas aux gènes de s'exprimer correctement, l'environnement peut sérieusement impacter ce qu'on observera à la fin. C'est ce que je voulais vous expliquer avec mon image du maçon un peu plus tôt dans la vidéo. C'est la fameuse bataille entre l'inné et l'acquis. Mais si vous voulez vraiment mon avis personnel à moi sur la question, eh ben, tout n'est qu'acquis, mais dans les limites qui sont imposées par la génétique. Ouais, celle-là, elle est un petit peu rude. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour y réfléchir. Hein. Tout ça pour dire que quand on choisit d'adopter un chien, et si on choisit d'adopter un chien de race en élevage, c'est pas forcément une obligation, c'est hyper important de choisir une race dont le tempérament nous convient à nous. Il faut s'intéresser aux standards de la race et contacter des éleveurs ou des propriétaires pour se renseigner sur ça. Mais c'est surtout important de choisir un bon éleveur, car au pire, un bon éleveur pourra souvent rattraper les conséquences d'une génétique qui n'est pas top, mais surtout, il faut se dire qu'un mauvais éleveur, il peut complètement flinguer une génétique qui était pourtant prometteuse à la base. Alors tout ça, prendre un chien d'une bonne lignée, d'une bonne génétique, chez un bon éleveur, ça ne vous dédouanera pas non plus de bien éduquer votre chien. Et ça n'empêchera pas que malheureusement, de temps en temps, même en faisant tout bien comme il faut, eh ben, ça parte en cacahuète. Mais au moins, vous augmentez pas mal vos chances d'avoir un toutou qui vous corresponde et qui corresponde à vos attentes et à vos besoins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce en l'air et à mettre un petit commentaire sympa, ça m'aide pour le référencement naturel de YouTube. Mais surtout, si mon travail vous plaît, pensez à le relayer sur les réseaux sociaux, à le partager à vos amis. On a toujours tendance à plutôt partager ce qui nous choque, voire ce qu'on n'aime pas. Et franchement, c'est dommage, parce que ça laisse du contenu qu'on trouve de qualité dans les tréfonds de YouTube. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao.